Bonjour Olivier Marguet, merci de nous accueillir dans votre atelier. Alors vous êtes en charge de la restauration des vitraux de la chapelle d'adoration et de la sacristie de la Sainte-Madeleine. Racontez-nous comment s'est fait cette rencontre avec la Sainte-Madeleine. Alors moi, la première fois que j'ai travaillé sur l'église Sainte-Madeleine, c'était quand je suis arrivé à Nantes en 2019, que je travaillais en micro-entreprise pour un atelier angevin, qui sont les anciens ateliers Bar Bordeaux, qui travaillaient sur Sainte-Madeleine, sur la restauration des vitraux dans le chœur et sur d'autres zones pour des problèmes d'étanchéité. Donc il y avait eu toute une phase de dépose et repose des vitraux, et il me semble que c'était en 2020-2019. Donc vous connaissiez déjà l'église. Donc je connaissais l'église, d'autant plus que je suis un habitant du centre-ville de Nantes, du coup je connais un peu ce quartier. Et donc ouais, c'était une rencontre il y a 4 ans sur une église qui avait beaucoup de problématiques justement d'infiltration d'eau. Alors comment vous avez trouvé ces vitraux quand justement, d'ailleurs, quelles sont les différentes étapes à Maître Verrier? On vous appelle et on vous demande quoi? Alors, on nous demande déjà un peu un constat d'état des vitraux, qui est assez simple à faire sur les vitraux de Sainte-Madeleine, puisque les vitraux de la sacristie de l'oratoire avaient été endommagés par des jets de pierre et des ballons de foot. Donc l'état a été assez dégradé depuis un certain nombre d'années, visiblement. Il y a eu des protections qui avaient été placées à l'intérieur de l'édifice pour éviter les entrées d'air qui étaient devenues trop importantes. À partir de ce constat, on peut réaliser un protocole de restauration qui nous permet de chiffrer la restauration. Et donc cette restauration a été commandée par la ville de Nantes. Le commanditaire, c'est la ville de Nantes, c'est pas la paroisse. C'est pas la paroisse, puisque les vitraux appartiennent au bâtiment qui appartient à la ville depuis la loi 1905. Séparation de l'Église et de l'État. Voilà. Vous parlez des vitraux, il y en a combien au total? Il y a 2 ensembles de 4 fenêtres, et chaque fenêtre a 2 vantaux, donc il y a 8 vitraux par pièce, donc en tout il y a 16 vitraux. Donc ce sont des vitraux mobiles? Ce sont des vitraux sur des châssis ouvrants, effectivement. Donc c'est un ensemble de 4 fenêtres qui s'ouvrent pour aérer les pièces, d'origine, qui étaient condamnées ces dernières années. C'est des vitraux qui sont tous symétriques, donc chaque fenêtre a un ensemble de vitrail qui se retrouvent 4 ensembles qui sont identiques dans les 2 pièces, oratoire et sacristie. Alors, une fois que vous avez fait le constat d'état, alors déjà, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce constat d'état, à part les coups de ballon? Eh ben, j'ai remarqué donc, que les vitraux avaient été déformés par ces jets de ballon et de pierre, et que les plombs n'étaient pas récupérables en l'état. Donc c'était déjà une première décision de remplacer les plombs dans leur totalité pour retrouver des plombs sur une surface plane comme à l'origine. Et d'autre part, on avait des verres qui n'étaient plus produits aujourd'hui et qui ne sont pas retrouvables dans des stocks. Moi qui suis un jeune atelier, je n'ai pas de stock il y a plusieurs siècles, comme ont certains anciens ateliers, dans lesquels ils peuvent des fois retrouver des verres un peu par hasard en restauration. Moi, ce n'est pas le cas, donc il a fallu aussi faire un choix de remplacer des verres qui n'existent plus aujourd'hui par un nouveau type de verre. Alors, est-ce que vous pourriez nous les décrire justement, d'abord ces vitraux, un petit peu? Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que vous connaissez l'histoire de ces vitraux? Qui les a dessinés? Et peut-être aussi quel a été le maître verrier qui a travaillé dessus? Et puis peut-être nous expliquer effectivement comment ils sont composés. Alors là, moi, j'ai pas d'informations sur le maître verrier, puisque c'est des vitraux qui ne sont pas signés, ce qui est assez courant sur ce type de vitraux, puisque on est sur des formes géométriques très simples du style art décoratif. C'était plutôt des motifs qui avaient pour vocation de créer un style simple, réaliser des vitraux pas très onéreux et fermés quand même avec de la couleur, mais pas trop, puisque les vitraux décoratifs, on utilise beaucoup de verre blanc et des fois du miroir, des fois du verre noir aussi, avec quelques touches de couleur. Ici, la couleur elle est très simple, il y a un verre jaune et 2 verres blancs qui sont texturés différemment. Et chaque vitrail, ils sont tous identiques dans la composition? Ils sont tous identiques dans la composition, en symétrie, par ensemble de fenêtres. Donc on a des traits, on n'a que des lignes droites, il n'y a aucune courbe sur ce type de vitraux, et c'est des lignes qui se répondent en symétrie axiale. Alors, une fois que vous avez fait ce constat d'état,
Quelle est l'étape suivante? L'étape, ça va être la dépose des vitraux. Ici, la dépose des vitraux qui étaient mis dans des châssis en bois nécessitait aussi la restauration des châssis en bois. Donc, on dépose tous les châssis, on ramène tous les vitraux à l'atelier. Alors, déposer, concrètement, ça se passe comment? Ça se passe très simplement, puisque ici, on est sur des châssis qui étaient sur gonds, donc on dégonde les châssis, on a déposé les vitraux. Maintenant, il y avait un traitement quand même des dormants en bois à traiter sur place, à poncer, à peindre. Et bien sûr, on occulte les ouvertures avec un polycarbonate alvéolaire translucide pour conserver la lumière dans les pièces. Donc il y a un travail de clôture provisoire à réaliser quand même, le temps de la restauration des vitraux en atelier. Et le châssis, c'est vous qui le restaurez ou c'est un ébéniste qui intervient? Là, les châssis, je les ai restaurés à l'atelier parce que j'en avais la capacité, mais ça peut être des menuisiers qui s'en occupent lorsque c'est plus complexe. Là, ils étaient relativement en bon état. Il y avait un vrai traitement de décapage de la peinture, ponçage et remise en peinture à faire. Et donc, c'était dans mes capacités. Alors, une fois que les vitraux sont arrivés à l'atelier, qu'est-ce qui se passe? Donc, on dépose tous les éléments, on sépare tout et on numérote tous les vitraux pour être sûr de pas. Donc là, on est sur des vitraux qui sont tous interchangeables, mais on numérote quand même la série de vitraux qu'on va travailler. La première opération, c'était de prendre des photos pour avoir un état avant restauration. L'étape qui suit, ça a été un petit lavage à l'eau claire des vitraux avant le dessertissage. Ça permet aussi de mouiller les vitraux et au moment du dessertissage, de conserver les poussières de plomb humides, moins volatiles. Puisque les vitraux sont dessertis ensuite sur la table, c'est-à-dire qu'on supprime les plombs anciens en conservant les verres, et, dans le but de remettre des plombs neufs et de recouper des pièces neuves pour les pièces qui sont cassées. Donc, ce dessertissage, c'est une étape qui est assez longue, c'est minutieuse, on essaie de ne pas faire de casse supplémentaire bien sûr, et donc c'est retirer les plombs un à un et reconstituer en fait un puzzle du vitrail sur un plateau. Et après, à partir de cet état du vitrail, on va nettoyer toutes les pièce à pièce pour enlever les résidus de mastic dans les rives, puisque les plombs seront mastiqués par la suite pour donner l'étanchéité aux vitraux. Donc c'est un résidu qu'il faut enlever en restauration, qui peut être plus ou moins accroché sur les verres, ça dépend de l'état des vitraux. On a donc ce nettoyage et on a donc un vitrail avec des lacunes là où les pièces sont cassées, qu'on doit remplacer. Sur des vitraux, là, on est sur des vitraux du XXe siècle, donc on ne va pas conserver des verres, on est sur des motifs où on ne peut pas faire des collages, on ne peut pas mettre des plombs de casse qu'on fait dans des vitraux anciens, dans des vitraux d'église, où l'accrochage en hauteur nous permet de le faire parce que visuellement ça ne vient pas gêner la lecture des vitraux. Ici, mettre un plomb de casse ou faire des collages, ça serait visible parce qu'on est à vue d'œil. Donc ici, là, on remplace chaque pièce cassée par une pièce neuve. Et alors justement, c'est ça doit être un travail difficile de retrouver le verre identique? Alors, c'est pas forcément compliqué quand les verres existent encore. Là, le problème, c'est que sur les 3 textures de verre, il y avait un type de verre qui n'est plus produit depuis 2024. Ah, pas de chance. Pas de chance. Donc, il a fallu remplacer le monumental jaune par du cathédral jaune qu'on a ici, pour conserver la bonne teinte et pour rester dans une unité de teinte sur l'ensemble des vitraux. Et alors, quelle est la différence entre le monumental et le cathédral? Le monumental, il est beaucoup plus texturé. C'est un verre qui a été très utilisé sur des vitraux décoratifs. Le monumental, c'est un verre qui est beaucoup moins. Le cathédral, c'est un verre qui est beaucoup moins texturé, mais qui a quand même qui casse la transparence, qui est pas lisse, au travers duquel on ne va pas voir clairement les choses. Donc on reste quand même dans cet esprit de verre texturé, mais avec un imprimé qui n'est pas, contrairement au monumental, on a un imprimé qui est très précis et très marqué. Le verre cathédral, c'est pas vraiment un imprimé spécial, spécifique. C'est plutôt un effet de... Et du coup, en fait, est-ce que vous êtes amusé, c'est pas vraiment le terme, mais est-ce que du coup vous avez pu moduler les vitraux? Vous avez conservé sur chaque vitrail, vous avez retiré la pièce défaillante pour la remplacer par une nouvelle, ou alors vous avez à nouveau fait une dispersion, vous avez fait un jeu de pulse pour que effectivement chacun retrouve un peu son aspect d'origine? Le jeu, ça a été effectivement, en accord avec l'architecte, pas mettre plus de 3 textures différentes dans chaque panneau de vitrail comme c'était à l'origine.
pour pas avoir, parce que sinon on allait se retrouver avec 5 textures de verre différentes sur un même vitrail, et ce qui aurait complètement dénaturé le projet du maître verrier qui avait réalisé ces vitraux à l'époque. Donc là, on a été dans le choix de conserver toutes les pièces en état et les mettre toutes dans la même pièce à côté, pour changer toutes les pièces cassées et supprimer les pièces encore en bon état par un autre type de verre dans l'autre pièce. Donc là, on est sur des vitraux de l'oratoire pour lesquels on a changé le verre jaune. Dans les vitraux de la sacristie, on aura changé les verres à petits ronds comme ça, par un autre type de verre. Donc une unité par pièce. C'est ça, on essaie de retrouver une unité par pièce, toujours en conservant au maximum des vitraux. Donc j'ai quand même pu reconstituer, avec les pièces qui nous restaient, un ensemble de 2 panneaux dans l'oratoire qui ressemblera à l'ensemble d'origine. Et pareil dans le sacristie, il y aura quand même 2 panneaux qui seront comme à l'origine, en conservation. On revient sur les différentes étapes. Alors là, donc on a compris, vous avez refait entre guillemets le puzzle, hein, c'est à peu près ça. Oui, c'est ça, c'est un puzzle avec des pièces manquantes, puisque on vient supprimer donc toutes les pièces cassées. On recoupe donc des pièces neuves à partir de calibres en papier. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a des calibres sur lesquels donc on vient faire à partir des pièces qui sont encore en bon état dans les vitraux. Comme là, on est sur des pièces qui sont toutes en symétrie, c'est facile de faire un calibre et de le projeter plusieurs fois. Une fois qu'on a nos calibres, on vient couper donc les pièces grâce au calibre et à l'aide d'une roulette diamantée. Et, on obtient du coup des pièces neuves qu'on vient replacer dans les puzzles. C'est un peu ça ce travail-là. Donc on coupe le verre, on remplace les trous. Une fois qu'on a reconstitué le puzzle avec son unité, on peut passer à la mise en plomb. La mise en plomb, c'est l'étape actuelle sur la table. Et la mise en plomb, elle consiste à remettre les pièces en plomb. C'est un travail qui se fait pièce à pièce. On insère une pièce, on insère un plomb, et ainsi de suite jusqu'à l'aboutissement total du vitrail. Et sur chaque vitrail, vous savez à peu près le nombre de pièces qu'il y a? Je ne les ai pas comptées, c'est vrai. Mais non, je ne saurais pas dire comme ça, Vinny. Très bien. Et donc une fois que voilà, toutes les pièces sont remises recellées entre elles. Une fois qu'elles sont remises en plomb, on a une soudure à l'étain à chaque intersection de plomb qui est réalisée, et ce qui fait que les pièces se retrouvent enfermées dans ce squelette de plomb. Les pièces sont enchâssées, les soudures se font sur les 2 faces des vitraux, et voilà, les pièces à partir de là sont enchâssées. Le vitrail reste encore souple parce que le plomb est souple, et que donc, sur un grand ensemble, le vitrail est encore souple. Donc on va appliquer un mastic liquide sous les ailes de plomb, sur les 2 faces également, qui va redonner donc une rigidité aux vitraux en plus d'une étanchéité. Donc là, l'étanchéité, elle est moins recherchée parce qu'il y aura un verre de protection à l'extérieur qui fera déjà l'étanchéité, mais on aura une rigidité qui sera intéressante pour maintenir le vitrail. Et alors là, les vitraux, ils sont repartis pour quoi? Pour 100 ans? Facilement 100 ans, puisque là, ils vont être protégés des intempéries extérieures. Les plombs, on est sur des plombs qui sont assez larges, ça c'est un choix du maître verrier d'origine aussi, sur des plombs qui sont assez solides. Là, les plombs peuvent tenir 100 ans, 120 ans, peut-être plus s'ils sont bien entretenus. Donc, voilà, une nouvelle vie pour les vitraux.